Bienvenue. Aujourd'hui, on part d'une question que beaucoup de monde se pose sur l'avenir du travail. Mais vous allez voir, elle nous emmène beaucoup plus loin, jusqu'à une réflexion sur ce qui donne du sens à nos vies. Alors, allons-y. La question de départ, elle est simple, elle est directe. Avec l'intelligence artificielle qui explose partout, quel est l'avenir pour le travail humain? Quels métiers vont rester? C'est une question très pratique. Mais la réponse, c'est loin d'être juste une simple liste de jobs. En fait, cette interrogation, elle nous force à regarder bien au-delà de ce qui se passe aujourd'hui et à comprendre que c'est la nature même du travail qui est en train de se métamorphoser. Et voilà le point clé, le moment où tout bascule. L'idée, ce n'est pas que l'IA supprime des tâches, c'est plus subtil. En automatisant tout ce qui est prévisible, tout ce qui est calculable, elle fait quelque chose d'étonnant. Elle augmente la valeur de ce qui est purement, profondément humain. Pour s'y retrouver un peu dans ce nouveau monde, on peut imaginer 4 grandes directions, comme 4 vents puissants qui nous montrent où le travail de demain va se diriger. Et ces 4 vents, ils montrent parfaitement où l'humain reste indispensable. D'abord, on a les artisans du numérique. Attention, pas juste des techniciens, non, des traducteurs entre le monde des humains et celui des algorithmes. Ensuite, le vent du soin. Tout ce qui touche à la relation, à la consolation, là où une machine ne remplacera jamais une présence. Le troisième vent, c'est celui de la créativité. Plus les machines produisent, plus ce qui est authentique, ce qui vient du cœur, prend de la valeur. Et enfin, le vent du discernement. Des gens qui réfléchissent, des éthiciens, pour répondre non plus à « qu'est-ce qu'on peut faire », mais plutôt à « qu'est-ce qu'on doit faire ». Donc le véritable enjeu, il est là. L'avenir, ce n'est pas de choisir entre la machine et l'humain, c'est de les faire travailler ensemble. Les jobs du futur, ce sont des métiers hybrides, où on va tisser des liens entre ces deux mondes. C'est là que la vraie valeur va se créer. Mais c'est là que la conversation change complètement de direction. On partait d'une question pratique sur les métiers, et tout à coup, on glisse vers une inquiétude beaucoup plus profonde, plus existentielle, qui concerne surtout les plus jeunes. Et là, le changement est radical. On passe de l'inquiétude pour son porte-monnaie, pour son emploi, à une angoisse bien plus profonde, la perte de repères, une vraie crise de sens qui semble toucher toute une génération. Et ce sentiment, ça mène à un diagnostic assez sévère, celui d'une génération perdue. Des jeunes qui, en gros, ne veulent plus des valeurs de leurs parents, mais qui galèrent à en construire de nouvelles. Ils se retrouvent un peu dans le vide. Et pour décrire ce moment de flottement, il y a cette citation de Gramsci qui est juste parfaite. Cet entre-deux, ce clair-obscur entre deux mondes, c'est un moment de grande incertitude, un terrain fertile pour toutes les angoisses. Mais est-ce que c'est vraiment la seule façon de voir les choses? Et si on essayait de regarder la situation différemment? Pas comme une perte, mais plutôt comme une recherche. Une recherche difficile, oui, parfois maladroite, mais une recherche quand même. Alors, le premier diagnostic est posé. Une jeunesse perdue. Ok, mais et si ce n'était tout simplement pas le bon mot? Et si le mot juste, c'était plutôt désaffilié? La différence peut paraître petite, mais en réalité, elle change tout. Parce que, attention, être désaffilié, ça ne veut pas dire être vide ou ne plus avoir de soif. Au contraire, c'est avoir une soif immense, mais ne plus faire confiance aux vieilles sources. C'est rejeter le décalage, l'hypocrisie entre les beaux discours et la réalité. C'est une quête absolue de cohérence. Ce n'est pas un refus du bien, c'est un refus du faux semblant. Et c'est justement cette quête de vérité qui nous ramène au cœur de notre sujet, à ce qui finalement est la qualité humaine la plus essentielle, celle que rien ne pourra jamais remplacer. Là, on touche à quelque chose de fondamental. Le sens, les valeurs, ça ne se transmet pas avec de belles phrases. Ça se communique par l'exemple, par une présence, par une vie qui incarne ce qu'elle raconte. C'est une sorte de contagion silencieuse. Et donc, on boucle la boucle. On revient à notre point de départ. Face à l'IA qui peut tout calculer, tout imiter, qu'est-ce qu'il nous reste à nous? Quelle est cette chose vraiment unique? Et là voilà, la réponse. C'est l'incarnation. Une parole qui n'est pas juste une information vide, mais une parole qui est lourde, qui est dense, du poids d'une vie vécue, d'une authenticité. C'est la cohérence ultime entre ce qu'on dit et ce qu'on est. Et ça, c'est la valeur humaine suprême. Et finalement, ce fameux clair-obscur, ce trouble dont parlait Gramsci, et si ce n'était pas une crise temporaire qu'il fallait à tout prix résoudre? Et si, en fait, c'était tout simplement ça la condition humaine, une tension permanente entre le monde d'hier qui disparaît et celui de demain qui peine à naître? La question finale, au fond, elle s'adresse à chacun. Dans ce monde de plus en plus géré par des algorithmes, par du code, la seule vérité qui compte vraiment, c'est celle qu'on incarne. Alors, quelle parole, habitée par notre propre vie, est-ce qu'on offre au monde?